Shine, c'est la troisième boîte que je crée. Les deux précédentes étaient dans le domaine de la photo. La première vendait des photos d'art. En fait, on organisait un concours photo sur Internet pour trouver de nouveaux talents. Les gens votaient pour les photos qu'ils préféraient et celles qui avaient eu le plus de suffrages étaient mises en vente sur le site et dans des corners dans les grands magasins. Et ça, le concours photo cartonnait complètement. On était un des plus gros concours photo d'Europe, c'était super. Mais par contre, les ventes, c'était pas génial. Et un jour, on a fait une offre de tirage perso sur le site. Et ça a fait du jour au lendemain 30% du chiffre d'affaires. Et donc on s'est dit, ok, bon, c'est bien les photos d'art, mais les gens, ils ont quand même surtout envie d'imprimer et d'afficher chez eux leurs propres photos. Et donc c'est à ça qu'il faut réfléchir. Et c'est le moment où tout le monde commençait à prendre les photos avec son smartphone, Instagram commençait à cartonner. Et on s'est dit, c'est sur les photos mobiles qu'il y a un truc à jouer. Et donc on a vendu la première boîte et on a créé une deuxième qui s'appelle Printic, qui est une appli qui permet d'imprimer les photos depuis son smartphone. Et ça, pour le coup, ça a beaucoup mieux marché. On l'a lancé en janvier 2013. On l'a revendu à M6 en 2014. Et après, je suis resté pendant environ 2 ans, gérer l'intégration, fusionner les deux boîtes, les marques. Et je suis parti en janvier 2017 pour créer Shine. Ok. Et l'idée de Shine, comment ça naît et pourquoi finalement est-ce que vous décidez de travailler là-dessus? Un peu par hasard en ce qui me concerne. En fait, en janvier 2016, on a embauché Raphaël, qui est devenu mon associé, en tant que freelance pour faire le site web de Printic. On pouvait imprimer les photos depuis son smartphone, mais ça nous permettait de les imprimer aussi depuis le web. Et c'est un projet qu'on a planté plusieurs fois d'affilée, je ne sais pas trop pourquoi, mais à chaque fois on a bossé avec une agence et des freelances offshore, et à chaque fois on a tout raté. Et lui, il est arrivé, il a absolument cartonné. En 3 mois, le taux de conversion est passé de 1 à 6%. Tout le monde était ravi de bosser avec lui. Et on s'est assez bien entendu, on a commencé à discuter, à partager des idées. Lui avait déjà créé une boîte avant qui s'appelait SIO, qui était un chatbot pour les services clients, pas vraiment grand chose à voir. Et vers la mi-2016, moi je regardais pas mal ce qui se passait en finance, en assurance, parce que je me disais qu'il y avait des projets sympas à monter là-dedans. Et en discutant un peu du sujet avec lui, il m'a dit, bah, moi en tant que freelance, mon plus gros problème dans la vie aujourd'hui, c'est le poids administratif. Je galère, j'ai mis 2 semaines à choisir mon statut, je suis censé garder mes justificatifs, mais je sais pas trop pourquoi, je dois faire mes factures, mais je sais pas quelles sont les mentions légales, je sais pas faire un contrat, c'est compliqué. Et c'est là qu'est née l'idée de faire un copilote pour indépendants. Une espèce d'assistant, un Gemini Cricket qui est tout le temps avec vous et qui vous aide à faire tous les trucs pénibles. Ok. Donc l'offre, c'est ça, c'est que finalement vous accompagnez les freelances sur l'ensemble de leur chaîne administrative, tout ce dont ils peuvent avoir besoin, c'est ça C'est ça, on fait un peu de tout. En fait, l'idée, au début, on n'avait pas du tout l'idée de faire un compte bancaire. Parce que très clairement, moi, c'est comme ça que je vous connais, que je vous perçois, c'est plutôt sur la partie bancaire. Bah, ouais, en fait, il y a une galaxie de services autour, quoi. En fait, on s'est rendu compte que pour construire l'assistant personnel qu'on imaginait, on avait besoin des données bancaires. Et donc au début, on s'est dit, bah, c'est très bien, on va se plugger sur le compte pro des gens pour avoir ces données-là et les utiliser. Et là, on s'est rendu compte que dans la très grande majorité des cas, ils n'avaient pas de compte pro, alors que c'est une obligation légale. Et que du coup, s'ils voulaient suivre proprement leurs transactions pro, il fallait que pour chacune de leurs transactions, ils disent si c'était pro ou perso. Et on s'est dit que c'était un peu nul comme produit. Et donc on s'est dit, bah, très bien, puisqu'il n'y en a pas, créons ce compte bancaire et construisons tous nos services autour du compte bancaire. Donc effectivement, la colonne vertébrale de l'outil, c'est d'avoir son appli bancaire, sa Mastercard et les notifications en temps réel. Et par-dessus ça, on plug toute une sorte de service qui facilite la vie des gens. Déjà, s'ils veulent se lancer en tant que freelance, ils peuvent créer leur statut micro-entrepreneur directement depuis l'appli Shine, en même temps qu'ils ouvrent leur compte bancaire. Ensuite, on peut faire ses factures depuis l'appli, on peut se faire payer en ligne par ses clients directement, par carte, par virement. On reçoit des rappels administratifs dès qu'on a un truc à faire ou à déclarer. On peut gérer ses justificatifs, on a un chat 7 jours sur 7 à qui on peut poser ses questions sur l'appli ou d'ordre administratif, etc. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir plein de services qui aident à faire tout ce qu'il y a à faire facilement sans trop se prendre la tête. Vous prenez un fee mensuel pour l'accès à la plateforme, c'est comme ça que ça marche? Non, l'appli est gratuite, le service est gratuit. Il y a des commissions sur certaines transactions, donc quand on fait des retraits, quand on se fait payer par carte, quand on utilise sa carte à l'étranger. Et on va compléter ça avec d'autres services. On va rajouter une version premium dans laquelle il y aura plus d'options pour gérer ses justificatifs, une meilleure intégration avec l'expert comptable, et celle-là, elle sera payante. Ok. Ça représente combien d'utilisateurs aujourd'hui, du coup, Shine? On vient d'annoncer qu'on avait passé les 10 000 la semaine dernière, donc on en a 12 000 même maintenant, 12 000 utilisateurs à peu près. Bon, on en parlait un tout petit peu dans la table ronde d'avant, mais est-ce que tu as
un profil type aussi. Qui vient bosser avec vous, en fait, parmi ces 10 000 personnes? Ouais, très clairement, nous, on s'adresse à tous les indépendants, quel que soit leur métier, quel que soit leur statut. Donc, ça peut être des bikers, ça peut être des développeurs, des avocats, ça peut être des auto-entrepreneurs, des artisans, des commerçants, tout. On a un peu plus d'un tiers d'utilisateurs qui sont des types bikers Deliveroo, chauffeurs Uber, etc. Un peu ce qu'on peut appeler la gig economy dans les études. Donc des gens qui font des petits boulots et qui trouvent un accès au marché du travail par ça. Et chez nous, c'est une très grande majorité de bikers, notamment parce qu'on a des partenariats avec Deliveroo, Stuart, Uber, etc. Et à peu près 2 tiers de notre base, c'est plutôt des freelances col blanc, comme on les évoquait tout à l'heure, donc qui font globalement des prestations intellectuelles de services aux entreprises, en majorité. Ok. Toi-même, tu viens pas du monde du freelancing. Ton associé, oui, mais toi, tu as monté plusieurs boîtes avant. Comment tu travailles pour construire ton offre, pour construire ton produit tu vois, voilà. Est-ce que tu discutes beaucoup avec tes clients, avec tes freelances? Comment ça se passe, en fait? Ouais, faut parler aux gens, en fait. Il faut vraiment se forcer à sortir de son salon ou au moins à décrocher son téléphone et aller voir des gens qui seraient susceptibles d'acheter ce produit. C'est généralement une très mauvaise idée, je trouve, de parler de son idée de boîte à ses proches ou sa famille, etc. Parce qu'on a le malheur en tant qu'entrepreneur d'avoir un métier dans lequel tout le monde peut se projeter et donc tout le monde peut s'imaginer ce qu'il ferait à la place d'un entrepreneur et on se rend pas forcément compte qu'en fait c'est un vrai métier. Aucun médecin viendrait demander à sa famille ce qu'il pense de sa façon de gérer ses patients. Or un entrepreneur a tendance à faire ça, à demander aux gens qui sont autour de lui. Et ça c'est une grosse bêtise parce que les gens vous veulent du bien, ont un avis, mais généralement c'est n'importe quoi leur avis. C'est normal, c'est pas leur métier. Et en revanche, ce qu'il faut absolument faire, c'est se forcer à parler de son produit à des gens qu'on ne connaît pas, à des clients potentiels qu'on ne connaît pas. En vrai, c'est une bonne chose à faire. Dans notre cas, on a fait beaucoup d'interviews. Et puis aussi avec des outils. Moi, j'ai créé des landing pages, j'ai fait des campagnes d'acquisition sur ces landing pages pour tester un peu les taux de conversion, pour voir si ça intéressait les gens. Ou parfois aussi, aujourd'hui, quand j'appelle des clients pour avoir leur avis, je me présente pas comme le CEO de Shine. Je dis, je suis freelance, je travaille pour Shine, et ils m'ont demandé de vous appeler pour vous demander votre avis. Parce que forcément, quand vous appelez quelqu'un et que vous lui dites, bon, alors voilà, j'ai créé ça, j'y ai mis toutes mes tripes, ça fait 2 ans que je bosse dessus, qu'est-ce que t'en penses? Il va jamais vous dire c'est naze. Alors que quand vous êtes quelqu'un que vous prenez un peu la tangente, vous avez des réponses plus honnêtes. Ok. Et du coup, c'est facile à faire, ça, d'aller interroger des freelances pour construire son produit, étant donné qu'on peut être sur une variété de métiers, de sujets sur lesquels ils travaillent qui sont complètement différents. Est-ce que tu arrives quand même facilement à avoir des points communs entre quelqu'un qui va être un livreur en vélo et un développeur indépendant qui tous les deux sont potentiellement concernés par le service? Est-ce que c'est facile à faire quand on a une variété comme ça de cibles potentiellement? Bah, oui et non. C'est un peu une des particularités de notre service, justement, c'est d'avoir une cible aussi large et aussi variée, aussi diverse. Le point d'entrée est généralement pas le même, mais derrière, les éléments de satisfaction, les pain points, sont relativement les mêmes. Donc souvent, les bikers, ils viennent nous voir parce qu'ils créent leur statut via l'application et leur compte bancaire aussi par la même occasion. Et là, c'est plutôt les interfaces de l'État sont compliquées, j'ai besoin d'accompagnement, je ne comprends rien à tout ça, et donc j'ai besoin d'un copilote. Et ensuite, ils restent parce que le service est bien, qu'on arrive à répondre à leurs questions, qu'on est réactif, et parce que le fait d'avoir un compte séparé, ça leur est utile. À l'inverse, la plupart des autres indépendants viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'avoir un compte pro, et que généralement, tous les comptes pro des banques traditionnelles sont très chers, inadaptés à leurs besoins. Et même les nouveaux services qui se lancent en termes de compte pro sont des services plutôt pensés pour les petites entreprises, les startups, etc. Les entreprises qui ont des employés en fait et des équipes, et pas forcément optimisés pour les indépendants. Et donc quand ils comparent, ils disent bon bah en fait votre service il est beaucoup moins cher et il est 10 fois mieux et mieux adapté à moi. Et donc ils prennent ce service-là en rentrant par le compte bancaire. Donc on a tout dans l'accès. Ensuite, une fois qu'ils sont là, quand on demande aux gens pourquoi ça leur plaît, ils n'utilisent pas tous les mêmes fonctionnalités. Certains utilisent les factures ou pas, certains utilisent les justificatifs ou pas. Mais ils sont tous super contents du ton avec lequel on leur parle, du fait qu'on a toujours une réponse à leurs questions, qu'on fait beaucoup d'efforts pour créer un produit, des services et du contenu qui est dédié pour cette cible-là. Alors tu le disais, finalement le cœur de l'offre, c'est devenu le compte bancaire, sujet sur lequel il y a une concurrence acharnée à la fois des acteurs historiques, mais
Tu l'as toi-même dit, tu observais le secteur de la fintech sur lequel il se passait plein de choses. Il y a plein d'acteurs qui ont débarqué ces dernières années. Du coup, au-delà de ce cœur de service, il y a beaucoup d'autres accompagnements pour les freelances, construits en discutant avec eux malgré la diversité. Est-ce que du coup, dans cette construction de l'offre et dans les échanges que tu as pu avoir avec eux, il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas? Tu t'es dit, mais c'est pas possible que ce sujet-là, il n'ait pas encore été traité et que ça soit si compliqué. Voilà. Est-ce que tu as découvert vraiment des choses communes à l'ensemble de ces profils et qui t'ont vraiment surprise? Commune, je dirais pas, mais je comprends toujours pas que ce soit pas possible de prendre un crédit immobilier quand on est indépendant, quoi. Aujourd'hui, si vous allez voir une banque et que vous êtes tout sauf salarié, ils vont vous dire bon, très bien, il me faut 3 bilans successifs pour que je puisse analyser votre risque. 3 bilans, quoi. Jamais on vous demande ça quand vous êtes salarié. Donc ça c'est probablement puis jamais on demande ça quand on est salarié et on n'en fait pas forcément quand on est auto-entrepreneur, par exemple, qui a un statut d'indépendant. Il n'y a même pas de bilan. Ouais. Voilà, il n'y a pas de bilan, donc effectivement la porte elle est vraiment fermée. Là. Donc c'est niais. Donc ça m'a beaucoup étonné. Ensuite, sur des sujets un peu plus précis dans l'application, je suis étonné du nombre de personnes qui nous demandent des devis. On a une fonction de facturation qui fonctionne bien, que les gens aiment. Et très 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 souvent on nous demande de rajouter des devis à l'intérieur, ce qu'on n'avait pas forcément prévu au départ, ou en tout cas on ne voyait pas ça comme prioritaire. Donc on va le rajouter. Et ça m'a un peu surpris aussi, ça va vous faire rire, on me demande beaucoup les chèques. Les gens ont besoin d'encaisser des chèques, ça a l'air d'être encore assez... Je crois que c'est un peu une particularité française, mais c'est un truc qui revient souvent. Encaissé ou payé par chèque? Surtout encaissé. D'accord. Ouais. Occasionnellement on m'a déjà demandé payer, mais c'est plus rare. Ok. Et donc vous, pour pouvoir supporter tout ça, vous êtes une vraie banque, vous avez les licences bancaires, vous avez dû faire ces démarches-là aussi? On a fait des démarches, mais on n'a pas, nous, fait la démarche d'obtention de la licence bancaire, en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur un partenaire qui s'appelle Trésor, qui est en fait une sorte de petite banque en marque blanche. Je dis petite banque parce que ça va être un peu technique, mais il y a différents types de licences bancaires. Et on n'a pas les mêmes ratios de solvabilité, les besoins en fonds propres en fonction du statut qu'on a. Et selon les statuts, on peut faire du crédit ou pas, globalement. Donc, Trésor est un organisme qui ne peut pas faire de crédit et pas de découvert, par exemple, non plus. Et pour la garantie des fonds, il s'appuie sur des établissements de crédit qui font cette garantie des fonds. En revanche, Trésor, ce qu'ils font, c'est qu'ils opèrent tous les flux, ils émettent les cartes, c'est eux qui exécutent tous les virements et tout. Et eux, ils ont une licence bancaire, ils sont enregistrés auprès de la CPR et ils sont régulés par la CPR. Et nous aussi, on est régulés par la CPR et on est enregistré auprès de cette entité en tant qu'agent de Trésor. Donc, pardon pour les détails un peu techniques, mais ce qui fait que nous, ça nous a permis de construire le service très vite. En 5-6 mois, on avait lancé une banque, en fait. Et donc, facilement pour les utilisateurs, c'est la même chose parce que c'est un compte en ligne, avec une carte, avec tout ce qu'on attend d'une banque moderne. Mais on n'a pas eu besoin de faire ce dossier d'agrément qui est un peu long et un peu fastidieux. Comment on s'immerge là-dedans? Parce qu'effectivement, c'est un domaine technique, hyper réglementé, et on comprend pourquoi. Il s'agit de l'argent des gens. C'est plutôt une bonne chose, ouais. Ouais. Comment on rentre là-dedans quand on vient de la photo et qu'on se dit, moi, je veux finalement filer un coup de main au freelance, je schématise. Et en fait, tu dois comprendre le système bancaire, les différents niveaux d'agrément. Comment on rentre là-dedans? Et est-ce que c'est pas effrayant? On se dit, oh là, c'est trop compliqué. En fait, je vais faire que les factures et tant pis pour le reste, quoi, finalement. Y a deux questions. Il y a pourquoi on se lance là-dedans et comment on se lance là-dedans. Il faut se jeter dedans, quoi. Faut juste se boucher le nez, enlever son t-shirt et puis on y va. Et puis ça va être un peu froid au début et au final, on va apprendre à nager. Il ne faut pas rester tout seul. C'est sûr que si on reste devant son ordi à essayer de comprendre ça froidement, c'est très compliqué parce qu'en fait, autant vous avez un blog sur comment devenir freelance, autant vous n'avez pas de blog sur comment créer une banque, quoi. Ou je ne l'ai pas trouvé. Il faut peut-être l'écrire, cela dit. Mais donc, non, il faut faire l'effort d'aller vers des gens qui connaissent ce sujet-là et de leur poser des questions. Et ensuite, on dépelote le truc. On se dit, ah mais ça, j'ai pas compris, du coup, comment ça marche? Tu devrais parler à telle personne, y aller, et par rebond, on finit par décoder un peu tout ça et rentrer dans le sujet. Mais effectivement, c'est pas trivial, c'est pas évident, mais c'est, je pense, nécessaire quand on est entrepreneur de découvrir des domaines un peu nouveaux et de les appréhender avec un esprit neuf et un regard frais. C'est ça qui permet de faire de belles choses. Pour nous, c'est pas facile de créer une banque parce qu'on sait pas comment ça marche. Mais il faut se dire que pour un banquier, créer un service comme Shine, c'est impossible. C'est littéralement impossible parce que
Un banquier, ça fait 20 ans qu'il fait des flux et que donc son métier, c'est de faire un compte bancaire avec des transactions et de gagner de l'argent sur des découvertes. Comment, à un moment, il peut se dire, moi, je vais créer des statuts auto-entrepreneurs et je vais faire des outils de facturation avec des notifications, et puis je vais aussi l'aider à gérer ses justifs, et puis s'il a n'importe quelle question administrative, je vais lui répondre, ce qui sont genre 5 métiers différents. On n'a pas cette flexibilité-là quand on est déjà expert d'un domaine installé depuis plusieurs années. C'est là que quand on est une start-up, on a un temps d'avance et on a une carte à jouer, c'est qu'on est capable d'inventer des services nouveaux parce qu'on arrive avec un regard neuf. Est-ce que l'évolution de Shine demain, au-delà de la croissance en termes de nombre d'utilisateurs, là je vais plutôt parler produits et accompagnement des freelances, est-ce que c'est du coup de pouvoir aller plus loin sur les sujets bancaires et donc de faire du découvert, du prêt, ce genre de choses? Ou est-ce que pour vous, ça va plutôt être sur le reste de l'accompagnement aux freelances, ou troisième voie, vous allez vous ouvrir à d'autres clients que simplement les freelances? Non, aujourd'hui, notre stratégie, c'est très clairement de rester sur les freelances. On a le sentiment qu'aujourd'hui, le boulot a été mal fait sur cette cible-là, parce qu'en gros, c'est des gens qui travaillent tout seuls. Donc, on essaie toujours de leur dire de les mettre dans la case particulier ou la case pro. On leur dit, vous n'avez pas d'employé, vous êtes tout seul, donc prenez un compte particulier, c'est très bien. Oui, mais parfois, j'ai un statut qui exige de ne pas avoir un compte comme ça, et puis j'ai besoin d'autres fonctionnalités. Ou alors on leur dit, vous avez un numéro de SIRET, vous êtes un pro, donc prenez un compte pro. Sauf que ça coûte 20, 30, 40 euros par mois et que c'est des fonctionnalités qui servent à rien pour les indépendants. Typiquement, pouvoir uploader un fichier pour envoyer la rémunération de ses 20 employés d'un coup sur un site, ça sert à rien du tout. Donc payer pour ça, c'est un problème. À l'inverse, on a besoin de faire des factures, d'interagir avec des clients, de gérer un peu ses justificatifs et tout ça de manière assez simple. Et en ayant tout dans le même outil parce qu'on n'a pas le temps de prendre en main 5 outils de gestion différents pour faire des trucs compliqués. Donc non, on pense qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Comme c'est une cible en croissance, que pour l'instant les gens adorent notre produit, on n'a aucune raison de changer de cible. Et donc l'idée, pour répondre à la deuxième question, c'est effectivement de creuser à la fois les services administratifs, l'accompagnement, et de creuser aussi les services financiers. En fait, de manière générale, faire les trucs où pour l'instant il n'y a pas de réponse satisfaisante. Donc aujourd'hui, c'est compliqué pour un indépendant de savoir quelle mutuelle choisir et comment la choisir. On va faire un partenariat avec une assurance pour le faire. Demain, on pourrait dire c'est compliqué pour un indépendant de faire un crédit immobilier parce que les banques ne savent pas traiter ces sujets-là. On peut très bien envisager de le faire. Et on va continuer à faire l'accompagnement administratif. Il y a une particularité dans notre cas, c'est qu'on veut ouvrir le service dans plusieurs pays dès l'année prochaine, et donc il faut qu'on fasse attention à avoir un produit qui soit quand même internationalisable et pas non plus trop s'enfermer dans des spécificités nationales. Par exemple, vouloir automatiser complètement la comptabilité d'une profession donnée. Ou la création d'un statut, ça va pas être la même chose en Espagne qu'en France qu'en Belgique. Oui, exactement. Encore, ça, à la limite, c'est des trucs qui sont moins complexes, mais par exemple, on pourrait dire on voudrait remplacer l'expert comptable pour les chauffeurs Uber. On pourrait dire c'est faisable, mais dans ce cas, c'est très spécifique. Il y a beaucoup de cas particuliers et ça fait rentrer dans des choses qui ne sont pas scalables dans d'autres pays ou pour d'autres métiers. Du coup, on a beaucoup parlé du produit, mais c'est une founder story, c'est pas une product story. Toi, en tant que fondateur, vous avez créé la boîte l'année dernière, début 2017, c'est ce que tu disais. Qu'est-ce que tu considères comme étant votre plus gros succès là, depuis ce lancement? De quoi est-ce que tu es hyper fier en fait avec Shine? Il y a un sujet qui se répercute sur deux sujets qui sont deux gros succès. Je pense que le gros succès, c'est la culture de l'entreprise. C'est d'avoir réussi à créer une boîte où les gens sont passionnés par leur mission et où ont fondamentalement envie d'aider les indépendants. C'est vraiment, on fait ce qu'on fait pour aider ces gens-là. Et ça se traduit par deux choses dont je suis très fier. C'est la relation qu'on a avec nos clients. J'essaie d'appeler régulièrement des gens, alors en me faisant passer pour quelqu'un d'autre parce que sinon ils me mentent et hontément. C'est pour la bonne cause, mais ça me sert à rien, à part me faire plaisir. Et donc la semaine dernière, j'ai appelé un de nos utilisateurs et je lui demande s'il aime bien Shine. Il m'a répondu que oui. Et je lui demande mais qu'est-ce que tu apprécies particulièrement chez Shine? Et il m'a répondu, et ça m'a beaucoup surpris, je sais pas, j'ai le sentiment que si j'ai un problème, vous serez là pour m'aider. Et là, je me suis dit, ok, on a quand même réussi à faire un truc vraiment chouette, parce que, sérieusement, qui dit ça de son banquier? Enfin, je veux dire, normalement, le banquier, c'est celui qui vous appelle le samedi en vous disant, bonjour, je suis votre nouveau conseiller, je voudrais qu'on se voit samedi matin pour faire le point sur vos projets. Sur votre découvert. Oui, sur votre découvert. Enfin, et donc, on n'a juste pas envie de faire ça du tout le samedi matin et d'avoir un 5e livret A ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est l'image qu'on a du banquier habituel. Et nous, on n'a pas d'agence physique, on n'a pas les gens au téléphone parce que, sauf
cas majeurs, mais généralement c'est du chat ou du mail. Et rien que via le contenu qu'on a créé, le fait d'avoir un produit spécifiquement pensé pour ces gens-là, le fait de prendre du temps pour leur répondre, même si c'est une question qu'on n'a pas encore traitée, et de faire un article de blog derrière pour les aider, etc., etc. La marque qu'on a créée, tout ça a créé une relation de confiance très forte avec nos utilisateurs. Et je suis convaincu que si on a réussi à faire ça, c'est parce qu'on a un super produit, mais c'est aussi parce qu'on a une culture de boîte qui le permet. Et le corollaire de ça aussi avec la culture d'entreprise, c'est qu'on a une équipe que je trouve incroyable. Vraiment, j'ai beaucoup de chance et tous les matins quand je vais au boulot, je suis super content d'y aller pour bosser avec les gens avec qui je bosse. C'est valable pour mon associé, mais c'est valable pour tous les gens qu'on a employés depuis. Et ils sont honnêtement tous super forts, beaucoup plus forts que moi, chacun dans ce qu'ils font. Et c'est un vrai bonheur de faire ça. Et tout le monde travaille très dur. Je vous mentirais si je vous disais qu'on fait des petits horaires et qu'on est aux 35 heures. Mais les gens sont globalement contents et ils restent. C'est ça le meilleur indicateur de ça. Et je pense que tout ça, si on y arrive, c'est parce qu'on a une bonne culture d'entreprise. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses où tu penses, vous êtes une boîte jeune, mais sur lesquelles vous êtes un peu planté, vous n'avez pas encore réussi à faire le truc, et est-ce qu'il y a une forme de frustration aussi sur certains sujets On est dans un domaine où c'est difficile d'automatiser les choses. Et alors, c'est ça qui fait notre avantage en tant que startup, c'est que quand on arrive à les automatiser, ça crée une vraie différence, une vraie barrière par rapport aux autres. Mais c'est parfois très long. Par exemple, la création de statut d'entrepreneur, chez nous, c'est un truc qu'on est en train d'automatiser et ça fait des mois qu'on est dessus. On travaille avec les pouvoirs publics pour qu'ils ouvrent leur API pour le faire avec eux, mais c'est long. Donc pour le moment, vous le faites à la main et pour donc vos clients, en fait. on fait beaucoup de choses à la main, ouais. Ouais. Pas absolument tout, mais il y a une grande partie qui est manuelle. C'est Et pas ça, un c'est vrai un peu échec, frustrant. ça. Tu vois, c'est un truc, pour le moment, c'est encore un peu chiant parce que vous n'avez pas encore les accès aux différentes API, mais est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à faire ou tu vois, sur lesquelles vous êtes un peu planté, tu vois, en tant que fondateur, tu te dis merde, là, ça n'a pas marché, quoi. Bah, chez Shine, pas encore. Pour l'instant, je touche du bois, ça va. Ça fait pas très longtemps. Dans mes boîtes précédentes, ouais, carrément. Par exemple, chez Mayos, qui était ma première boîte qui vendait des photos d'art. Donc encore une fois, on organisait un concours photo pour trouver des photos à vendre. Et ensuite, on essayait de les vendre à des gens. Et on avait un super truc pour avoir des photos. Et on n'arrivait pas du tout à les vendre aux gens. Et on a tordu le truc dans tous les sens, en physique, online, avec des supports différents, avec un discours marketing différent. Et impossible de faire un business correct avec ça, quoi. Les coûts d'acquisition étaient énormes, les gens avaient des goûts très divers. Donc il fallait avoir une gamme super large et des stocks énormes pour pouvoir satisfaire les gens. Et même quand on faisait les trucs à la demande, c'était pas évident. Et ouais, ça c'est un peu l'échec de cette boîte-là. Et à la réflexion, c'est en fait assez logique. C'est que c'est pas moi qui avais eu l'idée, c'était mon associé à l'époque qui m'avait proposé cette idée. Et moi, j'étais photographe amateur, j'étais un peu celui qui fait les photos pendant les mariages ou à qui on demande son avis quand on veut acheter un réflexe numérique et tout ça. Et donc, quand il m'a parlé de cette idée, je lui ai dit: ah ouais, mais c'est génial, je vois complètement pourquoi j'en aurais complètement. Moi, mes photos, je sais jamais quoi en faire. Trop bonne idée. Ouais, enfin, trop bonne idée de concours photo, mais très mauvaise idée de boîte en fait. Très mauvaise idée de business. Et donc, ça, c'est un enseignement que j'en ai tiré. C'est faire attention aux besoins qu'on identifie et faire attention à savoir si c'est un truc pour lequel les gens sont prêts à payer ou pas. Et qui est vraiment le client dans l'histoire. Donc, dans tes précédentes expériences qui n'avaient rien à voir avec la banque et le freelancing, qui étaient dans la photo, finalement, tu as tiré quand même des choses qui te sont utiles aujourd'hui en tant que CEO de cette boîte, là sur le product market fit finalement, mais sur d'autres sujets aussi. Ouais, carrément. Sur la façon de gérer l'association. J'ai appris à beaucoup mieux gérer ça avec mes associés, mieux se parler, mieux voir dès le départ ce qui va fonctionner ou ce qui ne va pas fonctionner. Je suis en bon terme avec mes associés précédents, hein, soit dit en passant, mais ça, je pense que je suis bien meilleur à travailler avec un associé aujourd'hui que je ne l'étais il y a 5 ou 10 ans. C'était en 2010 la première, donc ça va bientôt faire 10 ans. Donc ouais, ça m'a beaucoup aidé. La gestion des ressources humaines, pas mal aussi, et puis la gestion des investisseurs aussi. Comment créer une relation saine de travail avec les investisseurs. Ça, j'ai beaucoup eu des hauts et des bas. Il y en a qui ça s'est bien passé, d'autres pas. Et maintenant, je suis très exigeant sur les gens qui rentrent dans le board. J'ai l'impression d'essayer de faire autant passer un entretien aux investisseurs qui vont mettre chez nous que l'inverse, parce que vraiment, faut pas se foirer et ça peut foutre la boîte en l'air, quoi. C'est quoi les prochaines étapes pour Shine, du coup, maintenant en 2 mots avant d'éventuellement passer la parole à la salle s'il y a des questions. On va essayer de lancer 2 autres pays l'année prochaine. Donc ça va être bientôt. On va continuer à croître parce que mine de rien ça va très vite, donc ça va nécessiter de recruter pas mal. Je pense au moins doubler la taille de l'équipe d'ici la fin de l'année pour encaisser la charge.
On a pas mal on a une assez belle roadmap produit, donc je peux pas tout dévoiler pour le moment. L'un des éléments, c'est d'avoir cette fonction, ce compte premium avec des fonctionnalités en plus. Et puis commencer à travailler sur des services financiers, des banques, banques, assurances, etc. via l'appli. Et continuer à investir dans les partenariats. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de partenariats en route et on va continuer.